La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui fait craquer la paille. Oui, nous sommes désolés, vous l'avez sans doute entendu le mois dernier, nous sommes toujours sur nos chaises qui cracotent, qui font cric cric cric, et je m'en excuse pour vos tympans, mais la personne qui remue le plus des fesses en faisant craquer ses chaises, c'est Thio qui est face à moi. Bonsoir Thio. Bonsoir. Alors, non, c'est vrai, ça, je fais craquer mes fesses de paille. Voilà. Mais moi je compense en faisant craquer mes narines de par ce rhume qui n'est toujours pas parti. Mais là j'ai quand même réussi à dégager un quart de narine. Un quart de narine et qui respire. Ah, je peux respirer autrement que par la bouche. Cela vous permettra de mieux nous entendre. Nous allons parler de bande dessinée pendant un petit peu moins d'une heure. Tu devrais essayer la respiration anale, il paraît que ça fonctionne très bien. Oui, j'arrive qu'à souffler. Et... Je te dis qu'il fallait que je travaille. Et donc, sur ces départs scatologiques qui n'ont rien à voir avec notre émission, je vais vous faire le programme, parce qu'il faudrait qu'on redevienne un peu sérieux. Une petite rubrique online que je vais essayer de ne pas me faire pirater. Mais t'avais internet cette semaine ? Des chroniques, où nous parlerons des chroniques des Immortels, tome 3 et 4, on avait du retard. Des Sentinelles, le tome 4 de Corsis, un truc dont vous n'avez jamais entendu parler. Le tome 4. Ouais, un truc dont vous n'avez jamais entendu parler, Corsis, vous verrez. Riku et Biku, un truc du néant, parce qu'on est vraiment dans le néant aujourd'hui. Orphelin, celui-là, peut-être que vous l'avez vu passer. Pépin Cadavre, et enfin, nous finirons par une petite rubrique Express, où nous parlerons d'un tome 1, c'est rare dans l'Express, mais des fois, il y a des choses, on a envie d'en parler vite. Et d'Alizik. Ouais, aussi, mais voilà. Bon, on y va, on démarre. Online. En online, j'ai découvert deux petites choses fort sympathiques. Alors, une chose récente et une chose vieille. Il faut savoir que Carole Morel, qui est une auteure apparemment connue, qui a fait des choses que je ne connais pas, je crois qu'elle a bossé sur les autres gens, si je ne me trompe, en tout cas son style me rappelle quelque chose, a sorti en prépublication Louisa, ici et là. Apparemment l'album va être publié, mais on a déjà 9 chapitres disponibles en ligne. Je ne sais pas si elle ira jusqu'au bout de la prépublication, mais si ce n'est pas le cas, elle va me faire acheter son album. C'est dégueulasse, ces techniques marketing pourries. Louisa nous raconte l'histoire d'une... jeune fille qui d'un coup s'endort dans le bus en écoutant une cassette dans les années 80 et qui se réveille et sait plus trop où elle est, et elle est un peu larguée et essaye de trouver son chemin. Et en parallèle, nous suivons la vie d'une femme qui a une vie un peu dissolue, qui elle est en train de parler, qu'elle n'arrête pas d'enchaîner les mecs, qu'elle n'arrive pas à se fixer, à se caler, elle n'a pas de relation sérieuse, elle a son boulot qui lui prend beaucoup de temps. Et il s'avère que la jeune Louisa se retrouve perdue et essaye de retrouver sa famille. Et ce dont on ne s'est pas rendu compte, c'est qu'elle n'est plus dans les années 80, mais qu'elle est en 2015. Et que l'autre femme que l'on suit depuis le début, c'est elle plus tard. Et donc, nous allons avoir la jeune qui arrive dans notre époque. C'est quelque chose de vraiment intéressant, parce qu'en général, on a plutôt l'habitude de s'imaginer, nous, si on allait dans notre passé, qu'est-ce qu'on ferait ? Et là, on a un peu le twist de « et si le nous du passé arrivait dans notre présent, qu'est-ce que ça ferait ?» C'est très sympathiquement écrit, c'est très joli, le graphisme est superbe. C'est une bande dessinée que j'ai beaucoup aimée et qui vaut vraiment le coup d'être lue. Voilà, ça s'appelle Louisa, ici et là, de Carole Morel, et ça se trouve sur louisalabd.blogspot.fr. Ça te donne envie ? Ça a l'air hyper barré quand même. Bah non, c'est pas trop barré, ça reste assez sérieux et plutôt bien foutu. Alors confus, obscur, un truc qui te fait réfléchir, quoi, où il faut réfléchir pour comprendre. Non, c'est pas compliqué, mais on est plus dans de l'intrigue psychologique sur les personnages, on est plus dans du drame intime, j'ai envie de dire, que dans de la science-fiction. La science-fiction est juste parce qu'il y a un thème sous-jacent, je pense, qui est l'homosexualité refoulée. Voilà. Non, c'était mon craquement de paille que j'ai. Ton craquement de paille te fait faire des drôles de tête.
Bon, maintenant, je vais vous parler de quelque chose dont j'ai sans doute déjà parlé ici. Ça s'appelle Order of the Stick. Si j'en parle, c'est parce que Order of the Stick a dépassé le numéro 1000. Ouais, numéro 1000, c'est pas mal. C'est une bande dessinée de Rich Burlew, dessinée en bonhomme bâton. Mais en bonhomme bâton super bien fait et super dynamique et super agréable à regarder. Le gars a vraiment développé toute une stylistique très efficace et qui raconte l'histoire d'aventuriers, un guerrier, un elfe, un halfling psychopathe, important l'halfling psychopathe, un mage elfe, ou une mage elfe, on sait pas trop en fait. Donc toute une série de personnages basés sur du jeu de rôle. Alors au début on avait pas mal de gags très jeu de rôle et compagnie, et puis petit à petit l'auteur a beaucoup évolué en s'amusant souvent à briser le 4e mur, en faisant que regarde, j'ai dû passer de niveau, mon épée est plus grande. Ce genre de truc là. La poitrine de l'elfe a augmenté. Oui, on retrouve ce genre d'idée là. Mais je pense que ça m'étonnerait que Rich Burlew connaisse le donjon de Nullbuck. Ça m'étonnerait, mais c'est les mêmes inspirations à la base. On arrive sur une série qui est très sympa, avec des gags très drôles, très 4e degré. Et ça arrive quand même à son 1000e tome. Pour information, monsieur crowdfunding, là on parle de crowdfunding réussi, faut savoir que The Order of the Stick a eu un crowdfunding pour réimprimer les premiers numéros, tu vois, qui étaient épuisés. Ils ont fait 1 254 120 $. Voilà. C'est tout. Je reste dubitatif. C'est $1 million. Voilà, tu deviens là, du coup le mec il devient millionnaire quoi. Tu te dis, c'est les États-Unis. Oui, tout est possible. Tout est possible. Mais c'est mérité parce que c'est sympa, c'est rigolo, c'est bien foutu. Voilà, moi c'est vraiment une BD que j'apprécie, que je lis à une époque où j'avais beaucoup de temps, j'avais réussi à rattraper les numéros en retard. Vous avez du taf, si vous voulez faire ça. Et alors, tu en es où là ? Là je suis à jour, je sais plus à quel numéro ils en sont. Mais je les ai tous lus. Le dernier c'est le numéro 1007 à l'heure actuelle. Et c'est fun. Là, en ce moment, il y a le nain qui a un vampire psychique à l'intérieur de lui, qui a invoqué elle pour qu'elle fasse un vote des dieux pour qu'ils détruisent le monde. Voilà. Simple. C'est à peu près, c'est ton quotidien, non ? Ouais, c'est ton quotidien de héros. Voilà, Order of the Stick, c'est sur le site gianttitp.com. C'est super galère, mais vous aurez tous les liens, bien entendu, sur le site lavoidesbulles.fr. On démarre tout de suite, Thio, par Chronique des Immortels. Alors, là, du coup, là, ça va être quand même... C'est compliqué parce que ce sont des bouquins qui datent quand même, hein, clairement. J'ai mis un petit peu de temps à compléter ma collection. Et moi, j'ai mis un peu de temps à les lire, donc voilà. C'est tout frais dans ta tête. Donc, c'est chez Paquet. La Chronique des Immortels, c'est l'adaptation d'un bouquin allemand de Wolfgang Holbein. Je suis désolé aussi là, pour les prononciations. Qui au départ était illustré par... Thomas von Clement, qui fait maintenant la série Gungo, qu'on a déjà chroniqué, qui est la série branleur post-apocalyptique. Ouais. Branleur à la cool post-apocalyptique. Ouais, à la cool post-apocalyptique. Vas-y, dis ça plusieurs fois d'affilée sans... Je pense que c'est un fourche-langue en fait, c'est fait exprès. Et qui était donc scénarisé par Benjamin von Eckartsberg. C'est dur l'allemand. C'est dur l'allemand, je veux dire. On va peut-être trouver d'autres noms dans cet épisode. En fait, on va te refiler que les pitchs des trucs compliqués avec des noms d'une heure. Donc, du coup, 2 premiers tomes qui étaient dessinés par Von Clement, le tome 3 et le tome 4 sont dessinés par Sheiko. Ce qui change quand même le côté graphique. Bon, déjà, entre le tome 1 et le tome 2, Von Clement avait totalement changé son style. Il avait le style de Gungo dans le tome 2 et il avait un style plus classique dans le tome 1. Ouais, mais je trouve que le tome 2 était du coup beaucoup plus péchu, quoi. Ouais, c'est sûr. Là, on est dans un style un peu plus classique, graphiquement. Un peu plus classique, mais qui marque quand même une continuité avec le premier cycle. On est entre les deux, je trouve, graphiquement, entre le premier et le deuxième tome, justement. On a vraiment un style qui est entre les deux styles de Von Clement, en fait. Alors, de quoi ça parle ? Ah mais oui, c'est vrai, ça. De quoi ça parle ? Alors, pour vous rappeler nos héros, je cherche juste le nom. Andrzej. Oui. Voilà, Andrzej qui était du Villad. Je
Je crois que le Madiran m'a bien atteint. Andrzej, donc, qui faisait partie d'un village dans les Carpates qui avait quelques capacités particulières, où tous les habitants avaient quelques capacités particulières, a essayé de venger la mort de son fils, qui est mort récemment. Donc il est parti en quête de vengeance. Et il l'a eu. Voilà, ça c'est fait. Tome 1 et 2, il a eu sa vengeance, et on a découvert qu'en fait, en gros, il a besoin de bouffer du sang pour aller mieux, mais qu'il fait l'effort de pas le faire, et que quand mange le sang d'un autre de son espèce fort, il a le quickening, il récupère ses pouvoirs. C'est ça, voilà. C'est un vampire, quoi. C'est le titre du tome, le vampire. Mais ça marche aussi pour la deuxième partie. Oui, c'est ça, c'est le vampire tome 1 et le vampire tome 2. Bon. Concrètement, là, on va continuer à suivre la vie d'Andrzej qui va se retrouver avec le gamin qui va se retrouver donc dans la survie, parce qu'en fait, ils sont en train de survivre avec un marchand d'esclaves qui essaie de faire de la... Je crois que ça remonte à loin pour toi. Dans une première étape, en fait, ils essayent de retrouver la mère du gamin qui est chez le marchand d'esclaves, et donc ils essayent de la sauver, et ça foire. Ils se font choper par le marchand d'esclaves. J'y étais. J'étais là, ils étaient au marchand d'esclaves. Vas-y, ensuite continue, vas-y pour le pitch. Je crois que c'est plus frais pour toi. Ouais, c'est beaucoup plus frais pour moi. Ça a quelques jours. Donc ils se font choper par le marchand d'esclaves, et sauf que le grand méchant qui a en otage la femme que Andrzej aime, mais qui ne peut pas aimer parce que c'est un amour impossible, et qui est un inquisiteur, attaque le bateau des marchands d'esclaves, et Andrzej arrive à s'échapper avec le môme et le marchand d'esclaves, qui décide de l'aider, pour ensuite rejoindre un petit village dans les Carpates, en Valachie, où il y a un certain comte Draculea qui dirige l'endroit. Et bien entendu, ils vont se retrouver au milieu des affaires de ce comte-là, qui se rend compte qu'ils ont des pouvoirs et qui aimeraient en savoir plus, et pourquoi est-ce qu'ils ont ces pouvoirs. Voilà, ça te va le pitch ? C'est bien. Je crois que finalement, t'as tout raconté. Ouais, non, pas tout. Pas tout, mais... Tome 1, quand même. Ça fait presque le tome 2 aussi, parce que la suite, là, je peux pas la raconter, sinon on raconte la fin. Ah non, mais ça raconte pas la suite, c'est sûr, c'est le début. Bon, alors clairement, ça nous fait référence à quoi, tout ça ? Peter Pan. Ok, c'est exactement ça. Donc on va parler des putain, t'as plus de bouche aujourd'hui. Élucubration d'un... mais aussi t'essayes des mots compliqués. D'un Irlandais alcoolique qui parlait d'un gars qui vivait dans les Carpates. Non, ce n'est pas... Oui, c'est l'autre Irlandais alcoolique. Ouais, mais... Bram. Oui, c'est celui-là. Oui. C'est pas James Barry. Bon, vas-y, continuons. On fatigue, là. Putain, mais c'était une référence à Entretien avec un vampire, quoi. Ouais. Merde. Bon, enfin bon. Au niveau du scénario, c'est efficace. Au niveau du dessin, on en a déjà suffisamment parlé. On est à mi-chemin entre, comme tu disais, entre le premier tome et le deuxième tome de Von Clement. C'est net, c'est précis. Réaliste, avec des couleurs vraiment bien trouvées, des ambiances superbes. C'est dynamique. Moi, j'ai passé un très bon moment. Maintenant, c'est vrai que la lecture date, parce que les tomes sont sortis, je crois que le tome... si je me trompe pas, le tome 3 est sorti en 2011, et le tome 4, lui, était beaucoup plus récent. Il est sorti l'an dernier, je crois, aux alentours de fin d'année 2014, donc il doit avoir un an. Alors c'est sympa, mais on devine un petit peu rapidement la chute avant la fin, ce qui est un peu dommage. Disons que les premiers tomes étaient intéressants parce que ça sortait du contexte. Je crois qu'il y avait quand même un scénario qui était original et qui te mettait de la surprise. Là, clairement, arrivé au tome 4, tu fais « Ah merde !» Voilà. Tu vois venir un peu, fait, pas forcément comment va se passer la fin, mais il y a une révélation et tu la sens un peu venir de loin. Tu en ferais quoi ? Ça, je le... Tu ne l'achèterais pas, en fait. Je l'offre. Non, c'est le genre de truc que j'offre, parce que je l'offre à un rôliste qui a donc dans Vampire Dark Ages. Et qui joue les trucs à pierre feuille ciseaux. Ouais, c'est ça. Moi, je le mettrais dans ma collection, parce que j'avais déjà bien accroché avec les deux premiers tomes, même si je trouve que le deuxième cycle est moins original que le premier. Oui, parce qu'il remonte aux racines du mythe du vampire, en fait, alors que le premier était totalement en décalage.
Ouais. Voilà. Ouais. Mais bon. Bien, mais pas top. Pour finir. Corsis. Alors Corsis, c'est sorti chez un éditeur que vous allez avoir du mal à trouver chez votre libraire classique, parce que c'est Corsica Comics. Et Corsica Comics, C'est je te fais l'accent, Corsica Comics, tout un programme, ça. voilà. En gros, c'est un éditeur local. Il vous sort les bandes dessinées du vieux Pépé sur son tabouret, les bandes dessinées du sanglier qui fait des blagues aux chasseurs, de la BD locale, j'ai envie de dire, qui n'est pas du plus haut niveau de la BD locale. De la BD avec l'odeur aussi, t'as le Lonzo qui Voilà, enfin c'est de la BD à touriste, quoi, j'ai envie de dire. À touriste ou à un mec qui revendique leur corsitude à donf, tu vois. Oh, mais moi j'adore la BD, j'ai eu l'histoire du Pépé Corse sur son banc, tu vois. C'est les mecs qui ont tatoué la Corse dans le dos, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bref, j'avoue que l'éditeur faisait pas confiance, mais c'est une nouvelle collection, et l'auteur, bon, c'est un de mes profs. Ouais, voilà, Non, mais on va tout de suite vendre la faut- mèche. Voilà, si tu le truc quand même que tous les gens soient au courant. Donc forcément, je vais être un petit peu... ça va être un peu difficile, parce que bon, c'est vrai qu'un prof de dessin qui te fait dessiner des... Des femmes à poil. Non, c'était pas des femmes à poil, malheureusement, on n'avait pas droit à ça. Non, qui te fait dessiner des drapés, tu vois, et des perspectives et tout, mais avec qui tu peux parler de Dave McKean et de George Pratt. Voilà, c'est cool. Et j'aimais beaucoup son travail. Il avait fait un Jules Verne qui était superbe, dont j'ai oublié le nom, mais qui était vraiment superbe. Je pense que tu aurais adoré dans le genre. Et donc, il décide de sortir ça. Apparemment, c'était une bande dessinée qui était prévue à la base chez Emmanuel Proust, vu qu'il le remercie à la fin. Donc, j'en déduis qu'Emmanuel Proust, au bout d'un moment, lui a dit, écoute, vu les circonstances, on ne va pas le publier, démerde-toi, je te rends les droits de cette BD pour laquelle tu as signé un contrat. J'extrapole, mais ça doit être un truc dans le genre. Pourquoi question Emmanuel Proust? Non, mais vu la circonstance de tous les petits éditeurs de bande dessinée... Ah, ok. Non, je crois qu'ils avaient des trucs à ça à dire, là. Non. Ouais, et puis ils ont été rachetés par un autre éditeur aussi, je crois. Enfin bon, c'est un peu... Voilà. Bref, qu'est-ce que ça nous raconte? Ça se passe il y a très longtemps sur l'île de Corsis, donc la Corse, hein, si vous voulez bien comprendre. Et nous avons un jeune dont le père vient de mourir. Et il doit prendre sa place, mais avant cela, il doit aller voir les augures qui doivent lui dire quoi faire. Et la nuit où son père est mort, une Matzère, une sorcière, est venue dans ses rêves lui dire « Ce soir, j'ai tué ton père, on va se revoir ». Et donc, on va suivre un peu le chemin mystique de ce personnage qui va devoir suivre une quête de voyage on ne peut plus classique, avec des gens qui sont contre lui et qui ne le suivent pas, des gens qui se disent « Bon, il a autre chose à foutre que d'aller là-bas, il faudrait qu'il s'occupe plus de son village. » Bref... quelque chose d'assez bateau dans la thématique, pour aller jusque dans le village des augures. Graphiquement, j'ai envie de dire qu'il y a un fort potentiel, mais j'ai l'impression que c'est gâché par soit un ancrage trop gras, soit une impression trop grasse. Il y a peut-être un peu des deux, et pourtant je trouve que c'est vraiment... Enfin, moi j'aime beaucoup ce style graphique-là. On sent vraiment les influences, je parlais de George Pratt et de Dave McKean, je trouve qu'on les ressent. C'est assez réussi, mais il y a quelque chose qui cloche, vraiment au niveau de ces contours qui sont trop marqués à mon goût, qui sont un peu trop gras. Et je sais pas si c'est l'impression, petit éditeur, parfois il gère un peu moins bien l'impression, ou si c'est le choix graphique de Serge Miguel qui était un peu foireux pour le coup. Parce que à la fin, on a quand même quelques crayonnés qui sont superbes. Voilà, moi j'adore. Ensuite, l'histoire reste un peu classique, mais c'est vraiment le genre de bouquin qui marque plus par son graphisme. Et j'ai envie de dire aussi que c'est intéressant qu'un auteur local, spécialisé dans la BD à touristes et en local, s'essaye à quelque chose qui, en fin de compte, ça se passerait pas encore, ce serait pareil. On a vraiment... c'est une histoire qui pourrait passer chez n'importe quel éditeur sans que ce soit forcément corsisant. Voilà, moi c'est un truc, si vous êtes curieux, allez y jeter un œil, c'est quelque chose que j'ai bien aimé, j'ai envie de voir la suite, mais je regrette un peu la qualité du bouquin au niveau de ses ancrages. La couverture par exemple est beaucoup plus fine que les dessins intérieurs. Puis surtout la couverture, moi, fait quand même penser à un truc un peu japonisant, un peu
un peu asiatique, tu vois, sur le. J'aurais dit paléolithique, moi, il y a un côté un peu. Ouais, alors, carrément, je pense que quand tu vois la taille de l'arc, quand même, ça te fait plutôt penser à l'arc japonais. Mais bon, après, Oui, je c'est sais pas. possible. Tu sais, le grand arc, c'est le truc de 2 Oui. mètres, voilà. Oui. Comme Enfin, leurs bon. épées. Comme leurs épées. Comme leurs épées. Bon, après. À toi. À moi. Alors, et il me reste en fait pas de temps. Je peux pas en parler. Bon, vas-y. Ouais, je crois que je m'attends. Bah écoute, je vais faire ça court. J'ai trouvé ça assez confus. Reconnaître les personnages, on peut le faire que grâce à leur peinture de guerre. Ils ont des visages très proches. Ils ont des visages qui sont très très proches, donc c'est un manque de lisibilité, j'ai trouvé. Mais le coup des peintures de guerre est une bonne trouvaille. Oui, c'est une bonne trouvaille, mais j'ai l'impression que c'est presque artificiel. Ouais. Pour le coup, je sais même pas si ça va été rajouté après, parce que justement, il n'arrivait pas à les différencier. Ou... Je sais pas. J'en sais rien. Voilà, Chaque fois que je vais encore, je sais de l'interviewer. c'est un peu dommage. Après, au niveau de l'histoire, je sais. C'est intéressant, on va dire, d'un point de vue peut-être corse, mais je trouve que l'histoire en elle-même, elle a pas beaucoup d'originalité, quoi. Ah non, j'ai pas dit que c'était original, et même d'un point de vue corse, c'est pas très. Enfin, ce que je te dis, ça pourrait être n'importe où, c'est pareil, quoi. C'est ça. Mais c'est un tome 1 qui pose des bases. Après, c'est le truc qu'on trouve classiquement dans beaucoup de tomes 1, j'ai envie de dire. Je suis sans doute un peu plus gentil parce que je connais l'auteur, hein, mais. Et qu'on a tendance à être un peu plus gentil quand on connaît l'auteur. Écoute, on verra quand tu auras le tome 2, Ouais. s'il paraît un jour. S'il paraît un jour, c'est toujours le risque avec ces petites structures. Je trouve que j'ai vu des trucs qui méritent moins leur chance que ça, chez des grands éditeurs, on va dire. Des noms. Non, je ne dirais pas de nom, car je suis quelqu'un de bon. Bah, moi, je vais le garder, ne serait-ce que parce que voilà, je pourrais dire, regardez, c'est un de mes profs qui l'a dessiné. Et puis avec lui, on a fait plein de discussions et tout. Ouais, j'ai fait des dessins rigolos. Voilà, c'est tout. Toi Ouais, bah écoute, Non. moi je lirai ça en fait sur l'étagère d'un Corse qui me dira ah ouais, c'est un auteur local qui a fait ça. Ça change un peu de la BD pour touristes, tu vois. Voilà, je le lirai et puis ensuite je le reposerai. Je te sortirai des BD pour touristes horribles et on essaiera de les chroniquer. Rappelle-toi que tu m'as déjà fait lire une BD pour touristes martiniquais C'était horrible. qui était déjà pas piqué des hannetons quand même. Hein. Oui, j'ai une sorte de passion pour les BD pour touristes. Alors, si vous avez des BD pour touristes, Non. vous me renseignez, vous me les envoyez et on C'est fera pas un ça. dossier BD pour touristes. Non, c'est Moi, pas je vous ça. le fais, le BD. Si vous C'est pas ça, c'est que tu as dit tu voulais des BD de chaque endroit où tu vas. Oui. Voilà, sauf que en Martinique, visiblement, c'est quand même que de la BD à touristes. Bah, dans beaucoup d'endroits, à touristes, c'est souvent des bouquins à touristes. Ouais, ça va être ça. On va rester là-dessus. Hein, on passe à la suite. Les Sentinelles, tome 4. Oh, enfin Enfin, le chronique ou enfin il est sorti? Ben, je crois on pourrait dire les deux, parce que il me semble qu'il y a quand même eu bien plus d'une année entre le tome 3 et le tome 4. Oui. Alors, pour rappel, donc les Sentinelles, c'est pareil chez Delcourt, c'est fait par Xavier Dorisson et Enrique Breccia. Tome 4, donc chapitre 4e, avril 1915, les Dardanelles. On a découvert donc les Sentinelles, qui sont en fait des sortes de super-héros de la Première Guerre mondiale. Dont On est Taillefer, dans une chronie, on imagine qu'il y a eu des super-héros à la Première Guerre mondiale. dont on n'a jamais entendu parler. Hein. Là, c'est Dans la vraie histoire, ils n'existent pas. voilà, donc il y a Taillefer, il y a... merci, tu me renvoies mon crayon. J'ai cru que j'allais attendre. Taillefer, Djibouti, le Merle. Ouais. Je crois que c'est tout. Ouais, Ils sont 3 sentinelles. Donc, dans le chapitre précédent, on les avait quittés à Ypres. Ypres qui était en fait le début de l'utilisation des gaz pendant la Première Guerre mondiale, d'où le nom d'ailleurs d'hypérite qui a été donné par la suite. Et qu'est-ce qu'on donne à... La rubrique scientifique de Thio. Ça, je ne sais pas non plus un truc. Hein. Et que se passe-t-il dans ce tome 4 Taillefer et les Sentinelles sont envoyés dans les Dardanelles, c'est-à-dire un endroit, une plage en Turquie, grosso modo, hein, où la coalition des Anglais, Australiens, Français, pas Français, Anglais, Australiens, peut-être Français, remarque. Oui, des Français, tu te rappelles, toi? Les Sentinelles. C'est ça, donc il devait y avoir des Français. Ici, combattaient l'Empire ottoman, qui était l'allié de l'Empire austro-hongrois de l'époque. Voilà, ça date. Putain, toi, tu connais bien les géopolitiques de l'époque. Moi, Et donc, l'Empire déjà, celle ottoman... de maintenant, j'ai du mal. Alors... Donc, l'Empire ottoman, donc, ils se sont frités sur une plage. Voilà. Sauf que... Dans la vraie vie, c'était quoi? Allez, dans la vraie vie. Dans la vraie vie, je crois que c'était ça. Non, la bataille a eu lieu dans les Dardanelles. Oui, je sais, non, mais dans la vraie vie, c'est Il passé n'y avait quoi? pas les sentinelles. Oui. Ils sont fait, je crois qu'ils se sont fait poutrer à peu près de la même manière. D'accord. Oui, parce que
Oui, parce que forcément, clairement, cette plage va ressembler à une sorte de champ apocalyptique où les cadavres vont s'entasser au soleil pendant plusieurs jours. Et forcément, quand tu mets des cadavres au soleil, ça fume, quoi. Oui, sur une plage désertique, C'est ça. avec Grosso rien autour, modo, pas de ressources d'eau, voilà. pas de... Moi, j'ai trouvé que c'était ce tome-là est super bien mené parce que, bon, mis à part les Sentinelles qui sont un peu les super-héros de l'époque, qui d'ailleurs, du coup, vont quand même tomber un petit peu sur un os, hein, parce que l'Empire Ottoman a aussi sa Sentinelle. Ça reste quand même l'histoire d'un échec, c'est rare dans une histoire de super-héros. Et là, exactement, mais cette histoire d'échec, surtout, je trouve très, très humaine. On va vraiment s'intéresser aux soldats, à la manière de... Enfin, aux pensées, peut-être pas de l'époque, mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait un vrai... c'est très humain. C'est un peu le point fort de cette doute. BD, hein, depuis le début. Oui, on va voir les doutes des gens face à la guerre, face à la peur, tout simplement. Les combats entre des grandes puissances où finalement l'être humain on s'en bat un peu les noisettes et ils passent vraiment pour quantité négligeable, même si tu as sacrifié des milliers d'hommes pour une connerie de colline, quoi. Hein. Et c'est toujours c'est toujours aussi bien mené, les Sentinelles. Et voilà, la fin est en plus un petit peu c'est un petit peu surpris parce que je m'attendais pas trop à ça. Mais c'est vraiment bien mené. Au niveau du dessin, c'est toujours aussi Breccia, c'est génial. C'est génial. On est vraiment dans la mouvance, j'ai envie de dire, hispanique de la BD franco-belge, hein, les Argentins, les Espagnols. Breccia est très fort, Breccia fils d'ailleurs, hein, parce que je crois qu'on en avait parlé dans le dernier. On a fait un dossier d'ailleurs, il me semble, on a fait il y a longtemps. Bon, c'est superbe, c'est très réussi, c'est de la gueule. Les personnages ils sont des gueules, quoi. Et puis je trouve que c'est une BD très réussie parce qu'elle arrive à faire un double défi. C'est une BD à la fois historique, les gens qui connaissent l'histoire vont pouvoir la revoir avec des légers changements et se dire « Ah, c'est super » parce qu'il y a des légers changements dans l'histoire. Et les gens qui connaissent pas l'histoire vont se dire « Ah, de toute façon, il y a des super-héros, donc c'est cool ». Donc, en gros, tu vas réussir à intéresser les fans de BD historiques et tu vas réussir à intéresser des gens qui trouvent que la BD historique, c'est quand même un peu gavant des fois. Ce qui fait qu'en fait, les Sentinelles, tu vois, c'est la BD de notre réconciliation. Ouais. Alors, par rapport à la discussion qu'on a eue avec ta femme avant d'enregistrer, je crois qu'il faut qu'on arrête des trucs dans ce style. Oui. Bref, donc voilà, je trouve que c'est très réussi dans le genre, c'est très intéressant et ça m'a donné envie de savoir mais qu'est-ce qui s'est passé réellement au Daredevil, même si ça ne doit pas être très très éloigné de ce que qu'on a lu. Je crois que, là, je le fais vraiment sans aucune Paris en pire. Oh putain la vache. Ouais, tu fais sonner. Je fais sonner, il restait 4 secondes. Je pense qu'elle doit être à peu près pareil, mais sans les Sentinelles. Donc pareil. Ouais, voilà. Peut-être pas le final, il devait pas être le même. Non, mais ça n'a pas dû être très très glorieux en sortie quand même. Voilà, donc c'est chez Delcourt. Delcourt, les Sentinelles, et c'est bien. C'est bien. Attends, non, je crois que j'essaie de... T'es content, t'as trouvé comment faire du bruit avec un verre en cristal. Bravo. Riku et Biku. Je vous avais parlé déjà de l'opération... Bigou, pardon. Bigou. Oui, C'est comme le Malabar Bigou. Ouais, Bigou. De l'opération SBAM qui nous permettait de découvrir des trucs sortis du néant à pas cher. Et là, je découvrais une bande dessinée de Bouzard sortie au Requin Marteau et qui nous raconte l'histoire de Riku et Bigou qui sont deux scouts pleins de bonnes intentions. Toujours prêt. Et l'un d'entre eux, en fait, commence à dévier. Il commence à faire de la poésie. Et puis il commence à s'intéresser à la musique et à l'art et au rock. Et puis il va finir par devenir punk. Et puis à écouter de la musique satanique et maléfique. Et donc on suit un peu l'histoire de cette relation dans des histoires courtes, hein, de 2 à 4 pages entre ces personnages, et ça part complètement en vrille. C'est de la débilité à la Bouzard. Je sais pas si vous avez déjà lu des BD de Bouzard, mais il y a cette sorte d'humour à froid que j'apprécie beaucoup. Très très fluide glacial dans l'ambiance, mais fluide glacial époque Gottlieb, j'ai envie de dire. De l'autre côté, je lis plus Fluide glacial, donc je ne connais pas l'époque Lindingre, donc je peux pas en dire autre. C'est peut-être la même chose en fait, mais voilà. Et voilà, bon, graphiquement, c'est un petit peu à l'arrache, c'est aussi punk que ces personnages. C'est un petit air de hamster jovial. Ouais, mais alors en trash par rapport à hamster jovial. Ouais, en même temps, hamster jovial, c'est pas non plus... c'est pas trop éduquant, et quand
Ouais, enfin, Serge Vianney, il donnait pas à manger des cadavres, quoi. Wow, tu spoil, tu spoil de suite, quoi, t'envoies du lourd. Non, j'ai pas dit c'était qui les cadavres. Donc, voilà. C'est trash, c'est drôle. Ça dit pas forcément de mal de la religion, en fait. Je trouve que Serge Vianney était peut-être plus méchant sur la religion que Rico et Bigou. Parce qu'en fait, le personnage, qui soit scout, catho, tout ce que tu veux, on s'en fout. C'est juste qu'il est con. Très. Voilà. Je pense qu'il faut rajouter très devant. Il est très con, les deux. Il y en a un, c'est l'ado rebelle, et l'autre, c'est le très con. Très naïf. Ouais, et con. Et con. Voilà. T'as bien tout résumé, en fait. C'est parfait. Donc, je sais pas si c'est encore trouvable. Hein. C'est chez Les Requins Marteaux. C'est une œuvre de jeunesse de Bouzard qui a beaucoup depuis fait parler de lui. Hein. Je crois que c'est lui qui fait l'affiche du festival de Saint-Malo, quai des Bulles. Donc, voilà. Pour le moment, dans les trucs que j'ai chopés de chez Sbam, ça fait partie des trucs que je suis le plus content d'avoir eu. Je pense moi, je trouve ça un des meilleurs. J'en vais pas les autres. Enfin, j'en pas un ou deux, donc ils m'ont pas. Oui. Tu en ferais quoi? Alors, t'as fait quoi maintenant? Ça rentrerait, tu vois, dans ce que. Je crois que c'était le même. C'était pas un style, le même bouquin avec l'histoire du yaourt au pruneau et le yaourt à framboise. Oui. Mais ça, c'est le truc que je pense qu'il faut passer dans mon école catho. Voilà. Ouais. Ouais, parce que je trouve que c'est un petit peu, ça renouvelle, tu vois, l'intérêt de défendre son prochain, de protéger les autres, la tolérance, la collectivité, tu vois. J'ai trouvé ça sympa, mais pas assez pour, on va dire, le mettre dans ma bibliothèque, entre guillemets. C'est quelque chose que je mettrai avec les œuvres de jeunesse. C'est-à-dire que le jour où je m'intéresserai vraiment à Bouzard, un peu plus en détail, j'ai lu très peu de choses de lui, je le mettrai avec ses œuvres de jeunesse, parce que c'en est une, et je pense que ça permettrait de voir un peu, d'analyser le travail de cet auteur. C'est-à-dire que le jour où on le rencontre, et où on l'interview, tu pourras lui ressortir ce bouquin-là, ouais. Et à ce moment-là, lui fera... Oh putain, oh là, l'enculé, comme il me ressort le vieux dossier, quoi. C'est ça. Le truc dont il aura honte, peut-être. Totalement. Et tout de suite, nous allons vous parler des Orphelins, paru chez Glénat Comics, de Recchioni et Mamukari. L'as du bruitage. L'as du bruitage, c'est moi. Merci. Alors, de quoi ça nous parle? Eh bien, la Terre a été attaquée sauvagement par une race extraterrestre qui a lâchement balancé des bombes thermonucléaires sur notre gueule sans nous prévenir. Oui, enfin, bombe thermonucléaire, en gros, il y a eu une grande lumière qui est arrivée et ça a tué plein de gens. On sait pas ce que c'était. Wow, je peux quand même dire ce que j'ai envie, quoi. Voilà, ils cherchent la source. On s'en fout de la source. Déjà, du coup, comme presque tout le monde a canné, il y a des militaires qui récupèrent des gosses qui vont les entraîner à devenir des soldats. Des super soldats de la mort. Ouais, c'est ça. C'est un projet de super soldats de la mort qui veulent commencer à adresser très jeunes. Donc on commence avec, justement, après cette attaque, le début de la formation des orphelins, ceux qui n'ont plus de père ni de famille, qui n'ont plus rien, et qui vont devenir des petits soldats. Puis, grosse ellipse, et on arrive quelques années après, ils sont enfin prêts à aller attaquer la source qui a envoyé la lumière qui a tout tué. Sauf qu'ils ne savent rien de cette source. Ils n'ont aucune info. Les éclaireurs ont ramené que dalle. Que rien. Et en fait, quand ils arrivent sur la planète, il n'y a que rien. Bon, on va pas spoiler davantage sur la suite, parce que déjà... Il y aura des méchants qui vont les attaquer. Mais ce ne sont pas des scarabées qui crachent des boules géantes par leur cul. Et pourtant, c'en est pas loin. Et oui, ça a un gros air de Starship... Oui, Starship Trooper, quoi. Ah, merci. Avec même le même petit fondement de propagande. Du fondement de scarabée. Non, avec je trouve la même les mêmes spots de propagande qu'il y avait dans Starship Troopers. Oui, en moins, disons qu'il y a un côté moins... le second degré est moins marqué, on va dire, dans Starship Trooper. Les pubs étaient très exagérées. Très exagérées, mais ça donnait tout son charme, je trouve, au film. Voilà, ça donnait un côté humoristique. On n'a pas ce côté humoristique dans Orphelin. Non, parce que c'est vraiment le truc militaire. Le mec il est en train d'observer son micro, style il arrive. Fais comme si j'étais pas là. Ok, t'es pas là. Donc c'est de la SF. Ça va ensuite, bref, ça va bastonner, ça va envoyer du pâté. Ils vont tirer dans tous les sens.
forcément, nos orphelins, ce sont des putains de combattants de la mort. Ouais, mais ils ont appris à devenir Avec- super balèzes. Avec chacun sa spécialité, plus une sorte de lien entre un des orphelins et le commandant, où ils ont une sorte de passif. Je t'aime, je te déteste et je vais te Relation tuer. d'amour-haine, très proche de la haine. C'est ça, un rapport parental où il faut tuer le père. Voilà. C'est un peu ça l'idée. Le scénario, pour l'instant, ça me fait penser vraiment à du Starship Troopers. C'est sympa, c'est bien mené, mais c'est un peu... Vu, revu, quoi. Ouais, c'est standard, quoi. Ça n'a rien d'original, mais c'est péchu, c'est dynamique. Moi, j'ai passé un bon moment. Faut voir la suite, mais je pense que ça peut devenir une très bonne série. Je pense que la suite va vraiment nous donner le ressenti global, quoi. Est-ce que ça peut devenir un Starship Troopers en bande dessinée qui nous amènera pas grand-chose, si ce n'est juste le fait qu'on sera triste en se disant, mon Dieu, au moins dans Starship Troopers, on entendait le bruit des mitrailleuses, quoi. Parce que finalement, dans ce cas-là, la BD aura rien de plus. Ou alors, un truc un petit peu plus avancé, et dans ce cas, ça pourrait être vraiment sympa. Ils ont de la place pour le faire. Après, j'ai envie de dire juste, c'est une sorte de demi-coup de gueule. Vous êtes très sympa, Glénat Comics, mais si vous pouviez essayer d'avoir moins de 4 formats de BD différentes, parce que entre Sex Criminal, qui a une taille différente... Hein, c'est encore différent, leur nouvelle production? Oui, celui-là, donc c'est un couverture souple, plus petit format que leurs autres bouquins, alors que les autres sont rigides. 17-24, non, un le style. Voilà. Alors, c'est bien. Ça permet peut-être de sortir quelque chose à moins cher pour une série sur lesquelles ils avaient peu peur que ça marche moins bien. Parce que, malgré les apparences et malgré le fait que ce soit chez Glénat Comics, c'est une BD italienne. Ça n'a rien d'américain. C'est totalement italien. D'ailleurs, on a un peu parlé des auteurs qui ont bossé dessus dans notre précédente Smash Page. Enfin, celle d'avant encore, la première. Voilà, ça reste sympathique, mais voilà, moi c'est juste une question de format chez Glénat Comics. C'est le 4e format différent? Ouais, je crois, un truc dans le genre. Ça fait un peu too much, surtout à ranger dans nos gentilles bibliothèques, on peut tout faire. Ouais, en plus, Sex Criminal, il rentre pas, il est un demi centimètre trop grand pour rentrer dans mon étagère de comics, tu vois. Mais bon, on reparlera de Sex Criminal si on ne l'a pas déjà fait. Plus tard. T'en fais quoi? Moi je le prends, tu vois. Je le prends, je le garde, parce que l'air de rien, je vais être honnête. Un petit plaisir honteux pour moi, c'est de re-regarder le premier Starship Troopers. C'est pas très honteux, mais... Oh, si, quand même, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est une belle merde. Mais franchement, avec une bonne bière, ça passe. Même sans, moi j'adore. Moi, les spots de pub me font toujours mourir de rire, quoi. Moi, Orphelin, j'en fais quoi? Tu me l'offres? Ouais, je saurais pas trop quoi en faire, parce que c'est le genre de bouquin qui est sympa, mais qui m'attend tellement de savoir ce qu'il va y avoir après pour savoir si c'est intéressant ou pas. Donc je le mettrai dans un coin en attendant. On sait jamais. Voilà. Je le mets dans un coin pour plus tard, on sait jamais, si j'ai besoin de caler un meuble. Non, mais si la suite est vraiment bien, ce serait dommage que je pas le tome 1. C'est con, ça. mais... C'est pas con, ça. Pépin Cadavre. Pépin Cadavre est une bande dessinée de Olivier Milo et Cédric Kernel. Olivier Milo, nous en avons déjà parlé, car il avait fait Le Viandier de Polpette. Avec Juliette? Oui, qui était tu t'es souvenu du nom d'un auteur, c'est miraculeux. C'est quoi ça? C'est la bouteille de Maridan. Oh la merde. Ouais, de vin, quoi. Ouais, la bouteille de rouge, en fait. Arrête d'essayer de dire des mots compliqués. Ouais, mais c'est le problème. Parle comme si tu parlais d'un enfant de 3 ans. Mais tu vois, une émission à 2, c'est terrible, parce qu'en fait, si on avait été 3, on aurait été 3 pour siffler la bouteille de rouge. Là, oui. On se l'est bu à 2. C'est vrai, c'est plus difficile. Donc, et Cédric Kernel, donc au dessin. Pépin Cadavre nous raconte l'histoire d'un enquêteur du surnaturel qui est surnommé Pépin Cadavre, qui va devoir mener une enquête car une sorte de monstre s'est échappé et il doit essayer de le retrouver. Et ce monstre, c'est le Caramantrant qui donne le titre à l'album. Je vais pas aller plus loin dans l'histoire. Pépin Cadavre est super fort dans son genre. Il maîtrise vachement bien les sciences occultes. Il a des chats qui parlent. Il y en a toujours un qui l'accompagne dans ses affaires. Apparemment, il est beaucoup plus vieux qu'il n'en a l'air. On est vraiment dans de l'histoire assez basique au niveau de l'occultisme. La particularité, c'est qu'on est dans une bande dessinée
jeunesse. C'est dans la collection de Cho chez Glénat. Et donc on a un style graphique vraiment très très jeunesse, qui a un petit côté au niveau de l'ambiance. On n'est pas vraiment dans le style graphique qu'on peut trouver dans les œuvres de Miyazaki, mais je trouve qu'il y a cette ambiance qu'on pouvait avoir dans Kiki la petite sorcière par exemple. Ce côté un peu enfantin dans le trait, ces personnages qui ont l'air sympathiques, mais qui a une petite noirceur derrière qui va très bien. L'intrigue est sympathique, le scénario est bien mené. Je pense que c'est une très très bonne approche pour des histoires d'horreur pour enfants, j'ai envie de dire, jeunes ados. Ça passe très très bien. Maintenant, je suis un peu comme Murtoff, hein. Je suis un peu vieux pour ces conneries. Qu'en as-tu pensé, Thio ? Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé ? On va essayer juste d'être assez concis et précis. Moi, je trouve qu'il y a un gros paradoxe entre le sujet abordé et le dessin. Et c'est justement. Je trouve que c'est ce qui fait la réussite de l'album. Et c'est un petit peu déstabilisant au départ. Parce que du coup, en regardant le dessin, tu t'attends à un truc, j'allais dire jeunesse, enfant, ouais, un truc pour jeunes, pour petits, quoi. Et finalement, les thèmes abordés, c'est quand même c'est de l'occultisme, quoi. Oui, mais on n'est jamais dans le gore, dans le son, mais ça c'est parce que tu viens d'une école catholique et que forcément, dès que c'est de l'occultisme, c'est Satan, c'est le mal. Non, moi, pour l'occultisme, pour moi, c'est surtout Cthulhu, quoi. Oui. Ouais, voilà. Il faut un profond et il faut que ça sente l'autre, quoi. Hein, le truc qui pue, quoi. Mais une fois passé le cap, ça a son petit charme, quoi. Ça a son petit charme. Maintenant, il faut se forcer, comment ça va se développer, quoi. Mais clairement, je trouve que ça a un bon potentiel dans le sens où il y a plusieurs personnages qui déjà entourent le héros et amènent une profondeur possible, et on se dit qu'il peut y avoir pas mal de... Oui, il y a beaucoup d'interactions entre les personnages qui sont présentés, on sent qu'ils ont tous un fond, un passé qui peut être intéressant, et que les prochains tomes vont s'y intéresser. Donc je pense qu'on peut avoir une très 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 bonne série jeunesse. Maintenant, comme je te disais, si je veux lire de l'occultisme, je vais aller sur quelque chose, quelque chose de ce genre-là. J'ai pas été touché par la légèreté qu'il peut y avoir dans le trait, parce que je pense justement que c'est pas moi la cible en termes d'âge, et que malgré le sujet, ça touche très très bien la tranche jeunesse en fait. Ouais. Voilà. Donc moi ce que j'en ferais, c'est que je l'offrirai à une jeune cousine qui s'habille en noir et qui se met beaucoup de rimel. Et que la vie, de toute façon, c'est de la merde, et que le suicide, c'est un projet d'avenir. Alors, je vais spoiler, mais c'est pas... c'est ce que je dis pour... C'est pas la chronique suivante qu'on va faire, donc tu vas dire ça. On y reviendra. Bon, c'est pour de la gothique Lolita, quoi. Tu veux nous dire un truc. Non, j'irai pas jusqu'à dire la gothique Lolita, j'exagère, mais c'est vrai, c'est pour du jeune ado qui s'intéresse un peu aux histoires d'horreur et qui aime se faire peur, quoi. Légèrement peur. Oui, légèrement peur, parce que ça peur. Reste léger. C'est de la peur légère, c'est light. Mais c'est sympa. Et toi, t'en fais quoi ? Je te le laisse, comme ça tu peux l'offrir à ta gothique Lolita de... C'est facile comme réponse, là. Bah, franchement, tu bottes en touche, là. Non, en fait, clairement, au départ, c'était un bouquin que j'ai voulu, mais qui finalement me fait pas... J'ai pas eu le retour que j'espérais, voilà. Ouais, tu t'attendais à autre chose. C'est ça. Ok. Express. Eh bien, en Express, aujourd'hui, nous allons parler de... Alizik, le tome 4. Alizik, tome 4, dernier tome de la série de... Oh zut, c'est des noms pour tuer. Wolbert Vogt et... Reflet. Reflet. Je sais pas prononcer l'allemand. Ouais, c'est encore une fois, c'est allemand. Hein. Voilà. Qui s'appelle La Mort. Rappelez-vous les premiers tomes. Rappelez-vous ce que j'en ai dit. Bon, en gros... L'automne, c'était l'automne, l'hiver, ouais, le printemps. Automne, hiver, printemps et mort. Bon, en gros, on va suivre la vie de Alizik, une jeune fille qui a eu un accident de voiture et qui, dont le fantôme traîne sur un cimetière, qui tombe amoureuse d'un jeune homme aveugle mais qui arrive à voir les créatures fantomatiques et qui va suivre d'autres fantômes parce qu'ils sont prisonniers dans ce cimetière en attendant qu'on vienne les chercher. Non, il ne les voit pas au fait, hein. Il les entend. Oui, il les entend parce qu'il est aveugle, il les voit pas effectivement. Enfin bon, il les capte quoi. Désolé de te dire ça quoi. Et qui donc se rendent compte qu'il y a peut-être un autre moyen de rejoindre le royaume des morts parce qu'il y a peut-être des magouilles derrière.
bon, en gros, c'est sympa. Graphiquement, c'est intéressant, même si j'aime pas du tout le chara design du personnage principal, avec sa tête immense et ses yeux qui, vu la taille de ses globes oculaires, il doit pas rester beaucoup de place pour le cerveau. Putain. Non, mais c'est vrai, quoi. Oh, ça envoie du lourd, là, quand même. Donc, c'est beau, c'est mignon dans le genre, mais là, on est vraiment pour de la gothique Lolita, que la vie c'est trop dur, et avec une conclusion, mais tellement mièvre. Voilà. Je vous dis pas ce qui se passe, mais c'est... Ouais, mais c'est une série qui plaît très très rapidement. Voilà. 4 tomes. Je trouve que le dessin, même si tu n'es pas fan du mais juste du personnage principal, les autres je trouve tous super. Les autres, c'est quand même très joli. Moi, je trouve ça splendide au niveau des couleurs. Les chara design sont quand même vachement bien faits quand même pour beaucoup, même si toi t'aimes pas le personnage principal, c'est ton choix, je respecte totalement. Tu n'aimes pas la gothique Lolita, ça on l'a bien compris. Maintenant, je vais être honnête, je n'ai pas lu la fin. Ça fait 15 jours qu'on m'a refilé le tome, il faut que je le lise, mais j'ai lu plein d'autres choses en même temps. Et donc, du coup, je ne connais pas encore la fin qui, visiblement, est vraiment pourrie. Mais pour l'ensemble, en tout cas, moi, ce que j'en ai lu pour l'instant, c'est quand même une bonne série. 4 tomes, c'est pas un truc immense. Je pense que c'est quand même une bonne histoire à lire, un bon cadeau à offrir, quoi. Ok, bon, bah, pour offrir, oui, je pense que ça peut être sympa, parce que ça fait une petite série courte, mais moi, je vois pas trop l'intérêt. Oh, Tennis Kids! Tennis Kids Chez Bambou! De CK et Le Sourd. Tennis Kids, donc... Tome 2. Tome 2. Coup de filet. Alors, Tennis Kids, c'est des strips qui nous racontent... des gags en une planche. Des gags, du gag sur le tennis. Attention, gag en une planche. Essayez de deviner la réaction de One APA. Il a peut-être souri, parfois, à l'occasion. Mais bon, c'est un peu ça en fait. Voilà, moi je l'ai lu. Alors je ne suis pas fan de tennis, donc peut-être que ça m'a pas parlé. Mais clairement, je pense pas que ce soit non plus le meilleur tome du monde sur les trucs à thème, quoi. Disons que, ouais, on est dans le truc à thème classique. C'est un peu comme les BD à touristes, quoi. Tu vises une tranche très précise de personnes. Et puis, ça va leur plaire parce que c'est rigolo, c'est sympa, mais disons que le seul intérêt, c'est que peut-être que ça va amener derrière à lire d'autres choses parce que c'est basique, c'est convenu. Tu peux deviner la moitié des gags avant la fin de la planche. À la moitié de la planche, tu sais comment ça va finir. Il y a quelques idées rigolotes, à croire qu'en gros, les joueurs de tennis, tout ce qu'ils font, c'est être ramasseurs de balles, en fait. Mais ça, c'est les jeunes. Ouais, enfin bon, j'ai pas trouvé ça fantastique. C'est pas du tout mon trip. Peut-être que ça plairait à un jeune fan de tennis, mais je ne suis pas jeune, je ne suis pas fan de tennis. Je suis un vieux con qui n'aime pas le sport. La seule planche, je crois, qui m'a fait rire, c'est quand ils font un tennis avec des petits pois. Voilà, c'est le seul moment où je trouve ça drôle sur la table de la cuisine. D'accord. Voilà, c'est tout. Bon, on va pas en parler davantage, je crois. C'est pas... Eh bien, c'est le moment de finir cette émission. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dans 15 jours ou 3 semaines, un truc dans le genre, je sais plus exactement. Je dirais 15 jours. Pour une émission avec El Tizak. El Tizak. Le docteur va vous parler de plein de choses. Je n'ai plus le programme, parce que là, franchement, on enregistre en avance pour que j'ai le programme encore. Il va parler de ses corps aux pieds. Oui, il va parler de ses corps aux pieds, les corps aux pieds du docteur Tizak. N'hésitez pas à lui écrire à docteur@lavoidesbulles.fr. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à nous dire ce que vous pensez de l'émission, à nous corriger sur les erreurs que nous avons pu commettre, car nous en faisons, nous le savons, nous sommes humains. Quoique. Merci de nous écouter. À très bientôt, ciao ciao, lisez des BD parce que la BD c'est le bien. Bye. Ciao ciao.